Là, nous allons entamer le module numéro 6 qui est divisé aussi en deux parties. Le transport durable, les infrastructures entre le climat et une seconde partie réservée à l'initiative AFRIRES. Nous allons commencer par les définitions, les constats, parler un peu des conséquences du changement climatique et voir comment ça a été pris en compte au niveau mondial, au niveau continental, et parler un peu du concept de transport durable avec certains objectifs d'action. Le dernier rapport du GIEC c'est de 2018. Il repose sur une large analyse scientifique. Il était dit que la croissance exponentielle de la population et de l'économie, ainsi que le mode de vie moderne de notre société de consommation mondialisée de ces dernières décennies, ne cesse d'augmenter les émissions de CO2 et d'autres gaz à effet de serre. Le constat est clair, la concentration de ces gaz à effet de serre, résultant à plus de 95% de l'activité humaine au cours des 50 dernières années dans l'atmosphère terrestre, atteint actuellement son plus haut niveau depuis 800 000 ans et continue de croître. Le réchauffement climatique mondial de ces 50 dernières années est probablement dû à plus de 95% à l'activité humaine. Ce changement climatique désigne l'ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné au cours du temps. Certaines formes de pollution de l'air résultant d'activités humaines menacent de modifier sensiblement le climat dans le sens d'un réchauffement global. Ce phénomène peut entraîner des dommages importants, entre autres une accentuation des événements climatiques extrêmes, sécheresse, inondations, cyclones et j'en passe. Le réchauffement global est dû à l'effet de serre, qui est un phénomène naturel indispensable à la vie humaine et à celle des espèces. Toutefois, plus d'un siècle d'industrialisation, notamment la déforestation et l'agriculture à grande échelle, les quantités de gaz à effet de serre présentes dans l'atmosphère sont parvenues à des niveaux jamais atteints en 3 millions d'années. Là, il est dit que l'homme est le dernier être à engendrer la planète Terre et en est le premier destructeur. Nous sommes les derniers arrivés, nous sommes les plus grands destructeurs. À mesure que les populations, les économies et les niveaux de vie progressent, le niveau cumulé des émissions de gaz à effet de serre a lui aussi augmenté. Quelques faits scientifiques. La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est directement liée à la température globale moyenne sur la Terre. Depuis l'époque de la révolution industrielle, la concentration des gaz à effet de serre a augmenté de façon constante, de même que les moyennes de température mondiale. Le gaz à effet de serre le plus abondant, 2 tiers, est le dioxyde de carbone, le CO2, largement produit de la combustion d'énergie fossile. Les principaux gaz à effet de serre et leur contribution au changement climatique sont le CO2 pour environ 2 tiers, 64%, le méthane CH4 pour 13%, le protoxyde d'azote N2O pour 4%, les halocarbures parmi lesquels le CFC pour 9%, et l'ozone troposphérique pour 10%. Le schéma est clair, le gaz carbonique, le CO2, est pour 2 tiers celui qui contribue au gaz à effet de serre. Et dans ce CO2, qui contribue pour 2 tiers sur le gaz à effet de serre, on voit que le transport routier en constitue presque la moitié avec 48%.
Donc, vous voyez un peu ce que ça fait, 40 puissance de 64%. Donc, plus de la moitié de 64% repose sur le transport routier. Il est scientifiquement impossible d'attribuer chaque événement météorologique au changement climatique actuel. Il est toutefois possible de prouver que le réchauffement mondial augmente la probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes ou provoquer d'importants dégâts sur les infrastructures, routes, ouvrages d'art, digues, barrages hydrauliques. Parmi ces phénomènes extrêmes, on peut citer l'intensification des précipitations, fortes pluies provoquant des inondations catastrophiques, comme ce fut le cas au Nigeria, Gao Sudam en 2006, ou au Zimbabwe, Tokyo Mukorosi en 2014. Ces images sont assez significatives et explicites quant aux conséquences de fortes pluies dues au changement climatique. Des routes sont coupées, des ponts sont complètement affaissés et ce qui fait conséquence, il n'y a plus de déplacement, il n'y a plus de transport et ça joue sur les économies, sur les populations, sur la santé, sur l'éducation et sur le développement économique en général. Vous voyez, ces images aussi sont assez explicites quand on parle de fortes pluies d'inondation. Conséquences du changement climatique. Les actifs routiers sont particulièrement vulnérables aux facteurs de stress climatique, tels que la hausse des températures, l'augmentation des précipitations et les inondations. Les dommages et le vieillissement prématuré causés par le changement climatique nécessitent d'accroître sensiblement la fréquence et l'ampleur des travaux d'entretien et de remise en état des routes. Outre les coûts d'entretien et de remise en état plus élevés, les dommages subis par l'infrastructure routière en raison du changement climatique entraînent plus fréquemment des perturbations de la circulation des personnes et des biens avec une incidence directe sur la productivité économique. Les instruments juridiques des Nations Unies. Nous avons d'abord la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les changements climatiques constituent un problème complexe qui, bien qu'étant de nature environnementale, a des conséquences sur beaucoup de cycles globaux tels que la pauvreté, le développement économique, la croissance de la population, le développement durable et la gestion des ressources. En 1992, les pays ont joint un traité international en vue de considérer ce qui pourrait être fait pour réduire le réchauffement global et faire face à toute hausse inévitable de température. Avec 197 parties, la Convention cadre des Nations Unies sur le réchauffement climatique jouit d'une adhésion presque universelle. Le protocole de Kyoto. Lorsqu'ils adoptèrent la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, les gouvernements savaient que leurs engagements ne seraient pas suffisants pour sérieusement faire face au changement climatique. En 1995, dans une décision commune, connue sous le nom de mandat de Berlin, les parties à la Convention entamèrent un cycle de négociations en vue de décider des engagements plus solides et plus détaillés pour les pays industrialisés. Après 2 années et demie d'intenses négociations, le protocole de Kyoto fut adopté au Japon le 11 décembre 1997. Le protocole, en 2 périodes, 2008-2012 et 2013-2020, avec 192 parties, pose une limite aux grandes économies mondiales sur le rejet total des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ce protocole existe, mais quels sont les pays qui le respectent? Point d'interrogation. L'accord de Paris. L'accord de Paris a été signé par 175 pays le 22 avril 2016. Au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, ils sont aujourd'hui 187 à l'avoir signé. Avec cet accord, les parties se sont engagées à prendre des mesures pour maintenir l'élévation de la température mondiale en dessous de 2 degrés d'ici la fin du siècle. Ambitieux, évolutif et universel, cet accord s'applique à tous les pays, à toutes les émissions et est conçu pour durer. C'est un accord monumental qui consolide la coopération internationale en matière de lutte contre le changement climatique et montre la voie à suivre. Prix Nobel de la paix. En 2007, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, le GIEC, et l'ex-vice-président des Nations Unies, Albert Gore Jr., ont reçu conjointement le prix Nobel de la paix pour leurs efforts de collecte et de diffusion des connaissances sur les changements climatiques provoqués par l'homme et pour poser les fondements des mesures nécessaires pour lutter contre ces changements. Le sommet Action Climat 2019. Le 23 septembre 2019,
Le sommet sur le climat s'est concentré sur le secteur privé dans lequel l'action peut faire la plus grande différence. Industrie lourde, solutions basées sur la nature, les villes, l'énergie, les idées des sciences et financement climatique. En clôturant le sommet d'action climat 2020, le secrétaire général a déclaré: vous avez insufflé un nouvel élan, renforcé la coopération et preuve d'une ambition renouvelée. Il nous reste cependant encore beaucoup à faire. Nous devons élaborer des projets plus concrets et inciter davantage de pays et d'entreprises à intensifier leurs efforts. Il est indispensable que toutes les institutions financières, qu'elles soient publiques ou privées, fassent définitivement le choix de l'économie verte. Je pense que le cri est là. Donc, au niveau mondial, il y a une véritable prise en considération de cet aspect du changement climatique. Les aléas naturels représentent un défi majeur pour les réseaux africains déjà insuffisants et fragiles. Souvent exacerbés par de mauvais systèmes de chaînage. Les inondations entraînent de fréquentes perturbations des réseaux de transport et d'énergie qui affectent les télécommunications et les autres services essentiels. La perturbation des services d'infrastructure est particulièrement grave en Afrique dans le cas de chocs naturels extrêmes. Le premier sommet de l'Union africaine pour les infrastructures résistantes au changement climatique s'est tenu du 27 au 29 avril 2015 dans la seconde période de mise en œuvre du protocole de Kyoto. Le sommet devait aider à planifier les mesures nécessaires pour assurer que les infrastructures peuvent relever les défis qui attendent le continent. Les 4 secteurs d'infrastructures sur lesquels le sommet se concentre sont l'énergie, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'eau, l'éthique et les infrastructures de transport. Le sommet a permis de présenter aux représentants des États membres de l'Union africaine des solutions pratiques pour se préparer à affronter les défis des effets des changements climatiques chez les infrastructures dans le domaine de l'énergie, l'éthique de la conservation de l'eau et la sécurité alimentaire, assurer les investisseurs privés internationaux et les agences de développement afin d'investir dans des projets d'infrastructures résilientes en Afrique. Les principaux thèmes discutés durant ce sommet portent sur les défis de préparation de l'infrastructure pour un changement climatique, les risques climatiques et leurs incidences sur les infrastructures énergétiques, les infrastructures résilientes au changement climatique, les risques d'infrastructures défaillantes ou inefficaces au changement climatique, les opportunités potentielles. Le concept de transport durable, la référence à l'audio est désormais incontournable dans de nombreux domaines de l'action publique, s'étend inévitablement au transport à travers la notion de transport durable. Apparu officiellement en 1991, dans le cadre de la CEMT, Conférence européenne des ministres des Transports, cette notion retient une acception proche de celle du rapport Brundtland. Une acceptation proche du rapport Brundtland. Elle reprend notamment les 3 piliers traditionnels du développement durable. Le transport durable doit contribuer à la prospérité économique, contribuer au bien-être social et ce sans nuire à l'environnement et à la santé de l'homme. CEMT en 1991. Le Centre canadien pour un transport durable, leader sur ces réflexions, définit plus finement la notion de transport durable devant permettre de répondre aux besoins en transport de personnes et des collectivités, et ça en toute sécurité et de façon à respecter la santé des humains et des écosystèmes, ainsi qu'avec équité parmi les générations et entre celles-ci. Être abordable et efficace, offrir le choix du mode de transport et appuyer une économie dynamique, restreindre les émissions et les déchets afin de respecter la capacité de la plaine d'absorber ceci et réduire au minimum la consommation de ressources non renouvelables, réutiliser et recycler les compétences employées et réduire au minimum l'utilisation du sol et la pollution du bruit. Le passage à une approche intégrée de transport durable suppose la mise en place de politiques robustes, le renforcement des capacités institutionnelles, la mobilisation des ressources financières et les infrastructures adaptées aux usagers. En matière d'élaboration de politiques de transport pour un développement durable, l'enjeu consiste à guider le secteur vers une solution de compromis optimale qui maximise les avantages économiques et sociaux des transports tout en réduisant au minimum les coûts environnementaux, sociaux et économiques qui y sont liés.
Le transport durable est fortement lié à l'existence d'infrastructures qui soient résilientes au changement climatique, particulièrement pour les routes. Il existe des moyens efficaces d'adapter les nouvelles et de modifier celles qui existent déjà pour renforcer la résilience climatique. Se pose alors la question du choix. Faut-il prévenir ou faut-il guérir? Il existe deux grandes catégories d'intervention pour répondre à ces deux questions relatives à la problématique des changements climatiques. La mitigation et l'adaptation. La combinaison des deux types d'intervention est nécessaire. La mitigation des changements climatiques reste essentielle, car l'adaptation permet de faire efficacement face aux effets antérieurs du changement climatique. Cependant, à mesure que ces derniers s'intensifient, les possibilités d'appliquer avec succès les stratégies d'adaptation s'amenuisent tandis que leur coût augmente. C'est ce qui a été écrit en 2007 par le GIEC. L'adaptation au changement climatique est un processus permettant aux sociétés de s'ajuster en réponse aux modifications de leur environnement afin de limiter les impacts négatifs des changements climatiques, voire de bénéficier de conséquences positives. Les stratégies d'adaptation visent à augmenter la résilience et réduire la vulnérabilité des milieux, organisations, collectivités et individus face aux effets connus ou anticipés de l'évolution du climat. La mise en place de telles actions gagne à être combinée avec les mesures de lutte contre les changements climatiques qui visent notamment à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il existe trois types d'adaptation: anticipative ou proactive, mise en place avant même que les impacts ne se fassent sentir, autonome ou spontanée, réponse inconsciente à un changement effectif, planifiée, résultat d'une décision politique basée sur un constat de changement présent ou à venir auquel il convient de réagir pour revenir, s'en tenir ou parvenir à une situation souhaitée. De par leur nature globale, les changements climatiques ont des impacts multiples et interreliés. Il est donc important d'en tenir compte dans la recherche de stratégies d'adaptation, puisque celles-ci peuvent répondre à plus d'une conséquence ou inversement avoir un impact indésirable dans un autre secteur. Pour aider les planificateurs à déterminer la stratégie d'adaptation la plus économique et la plus appropriée à chaque situation, la méthode consiste à comparer le coût de l'inaction à celui d'une démarche d'adaptation préventive en ciblant pour cela trois principaux éléments. Le coût du patrimoine routier, sur toute sa durée de vie, construction, entretien, réparation et remise en état, cette analyse revêt une importance cruciale dans la mesure où les routes qui résistent au choc climatique sont généralement plus coûteuses à construire, mais permettent aussi des économies sur l'entretien, les réparations et la remise en état qui, dans la majorité des cas, compensent largement les dépenses supplémentaires de la construction. La prise en compte de divers scénarios de changement climatique. La plupart des préventions indiquent que le climat de l'Afrique sera très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y a toutefois pas de consensus sur la nature, l'intensité et la répartition géographique de ces changements. La prise en compte d'une gamme complète de scénarios climatiques rend bien sûr l'analyse plus complexe, mais ne pas en tenir compte pourrait amener les planificateurs à atteindre l'objectif visé et à surinvestir ou sous-investir dans la résilience climatique. L'impact global des perturbations de la circulation causées par le climat. Lorsqu'un phénomène climatique entraîne la fermeture d'une route ou a réduit la capacité, les conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, la pollution économique et l'accès aux services varient largement en fonction des facteurs locaux tels que le volume de la circulation sur une route donnée ou l'existence d'une itinéraire de substitution. Sur les routes à grande circulation, même un changement climatique relativement moyen peut avoir une incidence grave sur les populations et l'économie, une situation qui justifie clairement d'investir à faveur de l'adaptation. Le transport durable est fortement lié à l'existence d'infrastructures qui soient résilientes au changement climatique, particulièrement pour les routes. Il existe des moyens efficaces d'adapter les nouvelles à construire et de modifier celles qui existent déjà pour renforcer la résilience climatique. Par contre, il faut bien souligner qu'il n'existe pas de solution universelle. En décidant du bien fondé de l'adaptation des routes au changement climatique et de la manière d'y parvenir, les planificateurs du transport doivent évaluer au cas par cas les choix qui s'offrent à eux et éviter les solutions fourre-tout. Les recommandations suivantes sont très importantes.
Le bon entretien de route est le moyen le plus important et le plus efficace de réduire l'impact des changements climatiques sur les réseaux routiers. Les dommages causés par les chocs climatiques sont plus graves s'il n'existe pas de système d'entretien routier adéquat. Il est presque toujours opportun d'investir à titre préventif dans l'amélioration des cours des chaussées pour lutter contre la hausse des températures. Le coût marginal de ce type de mesures d'adaptation étant relativement faible. Toujours dans les d'action, la pertinence des stratégies d'adaptation est plus nuancée en ce qui concerne les précipitations et les inondations. Le prix à payer pour renforcer la résistance à ces facteurs de stress est généralement plus élevé et par la suite, les économies réalisées sur l'entretien et la remise en état peuvent ne pas être suffisantes pour compenser les coûts initiaux. Dans ce contexte, la prise en compte de l'impact global des perturbations sur les réseaux routiers est essentielle pour déterminer si l'adaptation se justifie du point de vue économique. Pour mettre ces recommandations en pratique et protéger ses infrastructures de transport contre les effets du changement climatique, l'Afrique doit renforcer les capacités financières, techniques et institutionnelles du secteur routier. La Banque mondiale a élaboré à cette fin plusieurs initiatives pour aider les pays à intégrer le changement climatique dans la gestion des actifs routiers. Elle s'emploie également, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, à mettre sur pied un nouvel instrument pour l'investissement en faveur de la résilience climatique en Afrique, Africa Climate Resilient Investment Facility ou AFRIRES. Je vous remercie de votre attention. AFRIRES, on a le prochain diaporama ne parlera que d'AFRIRES avec ses activités et tout ce qu'on attend d'AFRIRES.